Là, je vais checker avec mon roi 3, j'ai hauteur roi, j'ai de la showdown value. Check. Le roi, maintenant, je vais le miser en value. Vilain se couche. Du coup, je bet et ça fold. Paire de roi, welcome. On décide de raise, on est payé par la big blind. Sur ce genre de flop, il y a très peu de tirage. Sur un flop 18-4 par exemple, j'aurais pu c-bet cher. Sur un flop 18-2, je vais plutôt c-bet pas cher. On va voir ce que j'ai fait ici. J'ai plutôt c-bet assez cher, 2 tiers. L'objectif, c'est qu'on bloque pas la top pair. Et du coup, il y a plus de chances qu'il l'ait et on tire de la value tout de suite. J'aurais préféré sur ce board là spécifique, j'aurais préféré bet moins cher. On va pouvoir prendre les meilleures décisions possibles en ayant l'information de ce que les autres joueurs ont fait avant nous. S'ils n'ont pas montré de signe de force, on va pouvoir essayer de les bluffer quand on n'a rien touché. S'ils relancent, on va pouvoir se coucher, juste payer, ou même sur-relancer lorsqu'on a touché un très gros jeu afin de les mettre dans une situation difficile. On va pouvoir manœuvrer la main comme on le souhaite et ainsi faire grossir le pot ou le garder plus petit à notre avantage. De manière générale, on va donc gagner plus que ce que l'on ne devrait avec nos mains lorsqu'on joue en position. Cette fameuse position est la place que l'on occupe à la table par rapport au bouton. Elle change donc constamment main après main. C'est une des choses les plus importantes au poker. Je dirais même la plus importante. C'est le premier facteur que l'on va prendre en compte pour chacune de nos décisions. Sachez aussi que lorsque vous jouez hors de position, vous allez gagner moins que ce que vous ne devriez avec vos mains. Imaginons que nous sommes au cut-off avec 7-8 suités et payés par la small blind avec As-Valet et la big blind avec Dame 8. Au flop, il sort Roi 6-2 Rainbow. Quelle main a le plus de chances de remporter le coup? Bien qu'il y ait la moins bonne main des trois, c'est le cut-off qui gagnera certainement le coup car il va pouvoir miser sur ce flop et les deux autres joueurs auront du mal à se défendre hors de position. La position va donc souvent nous permettre de gagner des pots sans aller au showdown, qui est l'abattage des cartes. Je pense qu'un as va rarement coucher, donc ici j'ai envie de rester quand même sous les 10 blindes. Pour moi, je pense que c'est beaucoup un signe, mettre moins de 10 blindes chez vilain, comment dire, un petit biais mental. Ah, c'est moins de 10 bébés, ça va, je peux call. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai overbet carrément, ok. À la limite, je préfère overbet que de bet 11 blindes. J'aime bien rester sous les 10 blindes pour le biais mental. Maintenant, si j'ai envie de tirer encore plus de value, bah allons-y. Hein. Ce qui m'embête, c'est du coup que la river, ça soit un 8. En plus, on les bloque, il aura moins souvent double paire. Dame Valet, il l'a pas parce qu'il aurait bet au flop. As Valet, de temps en temps, je pense que c'est une des rares mains contre lesquelles je peux prendre vraiment de la value très très chère. Ou As 10 avec le 10 de pique. Je pense que sans pique, il peut coucher. Ok, il se couche. C'est une des choses les plus importantes au poker. Je dirais même la plus importante. C'est le premier facteur que l'on va prendre en compte pour chacune de nos décisions. Le poker est un jeu d'informations incomplète. Plus on a d'informations avant de prendre notre décision, et meilleure elle sera. C'est pourquoi lorsqu'on dit qu'il est en position au cours d'une main, cela signifie qu'il est le dernier à parler, car il aura eu les infos de ce que les autres joueurs ont fait avant de lui-même devoir agir. Quand on est en position, c'est un peu comme si on était en attaque. Le but est de maximiser ses profits. On va pouvoir prendre les meilleures décisions possibles en ayant l'information de ce que les autres joueurs ont fait avant nous. De manière générale, on va donc gagner plus que ce que l'on ne devrait avec nos mains lorsqu'on joue en position. Inversement, lorsqu'on est hors de position, c'est comme si on était en défense, même si on est l'agresseur préflop. Ceci vient aussi du fait que la range d'un cold caller, c'est-à-dire un joueur qui paye alors qu'il n'est pas engagé dans le coup, est bien plus forte que la range de call de la big blind. Il faut donc plus les respecter et jouer plus prudemment que contre la big blind qui pourra encore avoir toutes sortes de mains dans sa range. Une stratégie de check 100% de sa range lorsqu'on est hors de position, bien qu'étant l'agresseur initial, peut même être utilisée. C'est d'ailleurs plus ou moins ce que je fais moi-même. À condition bien évidemment d'avoir ensuite une range de check fold, de check call, mais aussi de check raise pour ne pas subir tout le temps. À votre avis, qui va gagner le coup le plus souvent? C'est bien évidemment nous au bouton, car après avoir relancé pré-flop, on va pouvoir continuer notre agression en misant au flop afin de remporter le coup.
Même si notre adversaire sait qu'il y a peu de chances qu'on ait touché ce flop, ça sera trop difficile pour lui de continuer et jouer sa main hors de position. Donc il va se coucher. C'est uniquement notre position qui nous aura permis de remporter ce coup. Raise roi dame suité, on joue contre 3 joueurs, là je vais plutôt checker, tranquille. Contre 3 joueurs, il y a beaucoup plus de chances qu'il y en ait un qui ait un valet. Si un joueur a un valet, même nos carreaux de temps en temps ils sont pas bons. Pour une paire de 7. Par contre maintenant on va vouloir tirer notre value tout de suite. Je bet, pas trop cher. Je pense que si un joueur avait un valet, il y aurait eu un bet assez régulièrement. Bon, tout le monde se couche. 7 et 5, c'est une main que j'ai envie de défendre. Par rapport à Roi 7, notre 7-5 sera moins souvent dominé. Les adversaires ils vont avoir moins de 7, moins de 5 dans leur range que de Roi par exemple. Si je fais des quintes, si je fais des choses comme ça, ça peut bien rapporter. Donc ça c'est une main que je veux défendre. Plutôt qu'une carte haute, une carte basse. Sur cette turn, maintenant que tout le monde a checké, on va vouloir prendre de la value, forcément. Je mise assez cher pour prendre de la value contre des tirages carreaux qui auraient pu checker. Il y a même des overpairs qui peuvent checker vu qu'on est 4, des 9. Donc j'aime bien cette mise. Tout le monde se couche. La façon dont on a joué pré-flop et au flop va influencer la façon dont on va jouer le turn, qui va également agir sur notre décision river. Tout est relié. Pour les c-bet turn et river, on parle souvent de deuxième et troisième barrel. Chaque coup au poker doit être considéré comme une histoire que l'on raconte. Il faut que celle-ci ait du sens pour qu'elle soit crédible. Chaque action que l'on fait vient préciser cette histoire. En fonction des cartes que le flop, le turn et la river nous amènent, on prendra des décisions différentes. Le fait de checker le flop ne veut pas dire que l'on doit checker le turn. Et inversement, ce n'est pas parce qu'on a misé le flop qu'on doit miser au turn. La carte qui sort au turn va changer beaucoup de choses, car certaines cartes vont être meilleures pour notre range et d'autres meilleures pour la range de vilain. Ne vous inquiétez pas, cela peut paraître beaucoup, mais une fois l'habitude prise, ces questions vous viendront automatiquement et vous saurez sur quel flop vous aurez envie de miser et sur lesquels il est préférable de checker. De manière générale, comme on l'a dit dans le chapitre sur les sizing, on va vouloir c-bet plus fréquemment sur les flops secs du style Roi 5 de Rainbow ou Valet 6-3 Rainbow, car il y a plus de chances que notre c-bet marche que sur des flops connectés comme 6-7-8 tout à cœur ou 7-9-10 avec un tirage couleur. Paire de 4, je décide de défendre au cut-off. Ça me va sur une table passive, sur une table très agressive où il y a un bon spot de squeeze derrière, je préfère coucher direct. C'est bet cher, bon on va pas raise, alors oui vous allez me dire on peut avoir besoin de protection contre les tirages carreaux, contre les rois valets, rois dames, ce genre de main, mais bon il faut pas non plus avoir trop peur. Ici en plus il fait un sizing cher, aucune raison de raise. Je préfère me voir call quand je dis ça parce que si je dis ça et derrière je raise, j'aurais pas aimé. Maintenant une fois qu'il check, l'objectif ça va être quoi à ce moment là? Ça va être de tout lui prendre. Contre des as valet, contre des as roi, contre des as dame, dame 10. Dame 10 je pense qu'il aurait double barrel. Faire un gros sizing sur cette turn, une dizaine de blindes pour créer un pot size bet pour la river. Si je mets 10 blindes sur cette turn, il va y en avoir 35 au milieu et il lui en restera 32. Donc c'est parfait, une dizaine de blindes. Super. River la bonne bricasse qui fait toujours plaisir. Et maintenant c'est parti, on envoie tout et on se fait payer par as valet. Pile ce qu'on voulait, nickel, on a tout pris et on est énormissime. Ne commettez pas l'erreur d'uniquement miser lorsque vous avez touché quelque chose. Si vous êtes trop prévisible et checker lorsque vous n'avez pas grand-chose et miser quand vous avez une bonne main, vous rendrez la tâche bien trop facile à vos adversaires et vous laisserez échapper des pots que vous auriez pu gagner. Pensez également à miser avec certains de vos tirages, car ça vous permettra de gagner le pot avec une main moyenne s'il se couche, et lorsqu'il vous paye, vous pourrez gagner un pot plus gros quand vous toucherez une de vos cartes. Imaginons que l'on raise en milieu de parole avec 8-9 suité et que la big blind paye. Le flop sort As-6-7 avec un tirage couleur. On fait quoi? On préfère c-bet dans ce scénario car on a énormément d'équité et que le flop est plutôt sec. À présent, on relance avec As-As en début de parole et la big blind nous paye encore. Le flop sort 5-7-8 tout à cœur. Qu'est-ce que vous faites? Dans ce cas-là, c'est mieux de check car vilain a de plus grosses mains possibles que nous. On a de la showdown value avec une overpair, mais on n'a aucun tirage et aucune réelle possibilité d'amélioration. Donc on ne veut pas gonfler le pot. Ce chapitre va vous apprendre à décider quand vous voulez c-bet ou non. N'oubliez jamais qu'il doit y avoir une raison derrière chacun de vos choix.
Nous parlerons du multi-way dans un autre chapitre. Considérez donc que nous parlons uniquement des pots heads-up pour le moment. Lorsqu'on décide de c-bet au flop, ça ne doit pas être une décision automatique juste parce qu'on a relancé pré-flop. Il faut avoir un plan pour le turn et pour la river. Si on se retrouve à c-bet et que vilain paye, il ne faut pas se retrouver comme un con à se dire « Oh non, qu'est-ce que je fais maintenant ?» Il faut avoir réfléchi en avance à ce qu'on veut faire dans ce scénario. Ou s'il nous relance, et sur quelle carte. Réfléchissez donc au préalable à tous les scénarios possibles. Bon, s'il se couche, tout va bien et on a gagné le coup. Mais qu'allons-nous faire si vilain nous check raise? Et s'il nous paye, quel est notre plan d'action pour le turn? Et pour la river? Toutes ces questions que l'on doit se poser vont nous permettre de prendre notre décision quant au c-bet au flop ou non. Le c-bet, ou continuation bet, est une mise que l'on fait sur le flop après avoir été l'agresseur initial pré-flop. Peu importe que l'on ait juste relancé 3 bets ou même 4 bets. On peut également utiliser ce terme lorsqu'on continue notre agression sur le turn et la river. On parle dans ce cas-là de turn c-bet et de river c-bet. Un autre mot que vous avez sûrement déjà entendu et qui s'emploie aussi pour ce genre de situation est le mot barrel. Quand on est l'agresseur pré-flop et qu'on mise au flop, c'est le premier barrel. Si on mise encore au turn, ce sera donc le deuxième barrel. Et enfin, quand on continue notre agression à la river, c'est le troisième barrel. Cretina, c'est une joueuse team pro espagnole. Ouais, je sais, ouais, paire de 9, ouais. Elle vient d'arriver à la table. Paire de roi, là, c'est génial, mais je vais pas call. Si je call, ça va call. Paire de roi contre 3 joueurs, notre équité, elle chute drastiquement. Donc ici, j'ai juste envie de tout mettre. Je pense que PB Boss, il va payer très souvent. Donc on y va, c'est parti. Voilà, As-4, très bien. Et on le gagne. Et on se retrouve vraiment pas mal. As-3 et As-2, pardon, ici on peut mettre tapis. Super. Et même si c'est moi qui ai 17 blindes ici, je fais pas tapis uniquement parce que j'ai 144 blindes. Je fais tapis parce que j'ai un As en blinde contre blinde et un petit As qui va mal jouer post-flop, surtout hors de position. Même si c'est moi qui ai 17 blindes et lui 140, c'est ce que j'aurais fait. Maintenant, je vais miser pour prendre de la value contre des doubles paires possibles, du style As-Valet chez Etsaru par exemple. Contre des tirages piques moins bons, s'il a Dame 10 avec le 10 de pique, ou chez Cretina par exemple, ce genre de main. Je suis payé. Et River, on va envoyer une petite sacoche, toujours pour se faire payer par un As. Je pense qu'un As va rarement coucher, donc ici j'ai envie de rester quand même sous les 10 blindes. Pour moi, je pense que c'est beaucoup un signe, mettre moins de 10 blindes chez vilain, comment dire, un petit biais mental. Ah, c'est moins de 10 bébés, ça va, je peux call. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai overbet carrément, ok. À la limite, je préfère overbet que de bet 11 blindes. J'aime bien rester sous les 10 blindes pour le biais mental. Maintenant, si j'ai envie de tirer encore plus de value, bah allons-y. Ce qui m'embête, c'est du coup que la river, ça soit un 8. En plus, on les bloque, il aura moins souvent double paire.